Je commence. Donc d'abord, un petit slide très rapide. Alors, je ne sais pas trop qui est autour de la table, mais je pense que vous avez tous une certaine habitude quand même des projets européens, et notamment de certains constats qui ont été faits sur le fait que, en France notamment, on a un ratio entre les contributions et les revenus qui n'est pas en notre faveur. On voit sur la courbe de gauche qui concernait Horizon 2020. On voit des pays comme, clairement, les pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie qui contribuent plus qu'elles ne bénéficient. Les autres pays, c'est le contraire. Euh, Même quand on regarde un ratio entre ce qu'on contribue et ce qu'on récupère, on est les derniers de la classe. Alors ça, c'est pas très très grave, c'est normal parce que la France fait partie des gros contributeurs, mais il y a probablement moyen d'améliorer ça. Si on regarde aussi les taux de réussite, là c'est des statistiques sur Horizon Europe, donc sur les dernières années, et on voit qu'on se trouve, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur le slide, mais on est un peu dans le ventre mou, des performances aux alentours de 21-22%, alors qu'on voit qu'il y a des pays qui se détachent nettement, comme la Belgique, la Hollande, et de manière peut-être plus surprenante, euh, la Lituanie et la Slovaquie. Alors, le but du jeu ici, c'est pas s'éterniser sur ces statistiques, c'est juste de faire le constat que bah, il doit y avoir moyen d'améliorer ça. Et donc là, j'ai quelques slides qui vont s'adresser à différents, on va dire, différents types de publics. Donc celle-là, elle est spécialiste débutants. Donc je ne sais pas s'il y a des débutants autour de la table, s'il y a notamment des PME. Ce que j'ai remarqué, moi, donc depuis le nombre d'années que je fais ça, c'est que il y a pas mal d'idées reçues, alors notamment chez les PME, qui les freinent pour aller à l'Europe. On préfère, de manière plus confortable, s'adresser aux guichets nationaux. Alors, il faut de tout, mais bon, c'est dommage de laisser passer les opportunités européennes, surtout que les taux de financement sont quand même en moyenne beaucoup plus élevés qu'en France. Alors, ces idées reçues, par exemple, le fait qu'il y a des gens qui pensent encore qu'il faut faire du lobbying à Bruxelles pour pouvoir participer à un appel d'offres. Alors, c'est faux parce que, en fait, le lobbying, il y en a, entre guillemets, donc ce n'est pas du lobbying, ce sont des réunions de préparation des appels, et il est fait effectivement par des gens qui se déplacent à Bruxelles ou qui participent à des réunions. Mais ça, c'est principalement pour établir les cahiers des appels. Une fois que l'appel est sorti, il y a un cahier des charges à respecter, bien sûr, mais tout le monde est à égalité. Qu'on ait un bureau à Bruxelles ou pas ne fait plus aucune différence. Après, il y a des gens qui pensent qu'il faut parfaitement maîtriser l'anglais. Alors, c'est vrai que c'est plus confortable, notamment vis-à-vis de ses partenaires, pour pouvoir après travailler. Maintenant, au niveau de la proposition, c'est une proposition écrite. Il n'y a pas d'oral. Donc, même si on n'est pas très à l'aise à l'oral, on, on peut se faire aider pour la proposition écrite si jamais on craint de voilà, de pas avoir un anglais suffisamment fluide, on va dire. C'est pas un critère d'évaluation. Et il en reste pas moins qu'une proposition bien écrite dans un bon anglais est toujours plus agréable à lire. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais il ne faut pas se faire peur avec ça parce que surtout avec aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de logiciels de traduction qui permettent de faire des traductions tout à fait correctes. Et puis en général, on peut toujours se débrouiller pour se faire aider par des partenaires d'un consortium dont c'est soit la langue maternelle, soit des gens qui sont parfaitement habitués à écrire l'anglais. Donc ça ne va pas être un frein. Après, il faut se faire accompagner, oui et non. Moi, je pense que pour les gens, justement pour les débutants, se faire accompagner, au moins les premières fois, c'est une bonne chose parce que ça permet d'éviter les principaux écueils. On peut recevoir des bons conseils. Ça permet d'accélérer aussi la préparation de la proposition en allant sur les choses essentielles dès le début. Après, il faut voilà, voir avec qui on y va, par qui on se fait accompagner. Il y a beaucoup de petits bureaux là, qui se sont montés pour
travail-là, c'est important de vérifier quelle expérience ils ont, quelle référence ils ont, parce qu'il n'y a pas que des gens super compétents. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'adresser à eux quand on n'a pas trop l'habitude. Ça prend énormément de temps. Alors, là aussi, oui et non, ça dépend ce qu'on fait dans une proposition. Monter une proposition comme coordinateur, oui, ça prend du temps parce que bah, on est responsable de la proposition dans son ensemble. En général, le coordinateur s'occupe de trouver les partenaires, s'occupe de tout l'aspect administratif. Il a son propre scope, ses propres work packages à écrire. En général, ça devient coordinateur du projet. Donc, c'est un travail significatif pour un coordinateur. Maintenant, on va dire, pardon. Ah, excusez-moi, je crois que quelqu'un avait parlé. Maintenant, quand on est simple partenaire, entre guillemets, effectivement, en fonction de l'importance de sa contribution à la proposition, c'est pas forcément énormément de temps. On va dire en moyenne, pour un partenaire qui a un rôle moyen, enfin, disons responsable ou responsable de plusieurs tâches, ça peut être 2 à 3 semaines. Des fois, il y a des contributions en une semaine, on a rédigé ce qu'on demande de rédiger. Donc, ce n'est pas forcément beaucoup de temps. Et bien sûr, il faut mettre en face les ressources nécessaires en fonction de l'ambition qu'on a sur la proposition. Dernière idée reçue qu'on entend, c'est l'excellence de la proposition, le critère plus important. Alors, bien sûr que l'excellence de la proposition est importante. Le contenu scientifique, l'ambition de la recherche sont des points clés, mais c'est plus aujourd'hui le seul critère d'importance. Vous savez qu'il y en a trois, l'excellence, l'impact et l'implémentation. L'impact a pris beaucoup d'importance ces dernières années parce que la Commission européenne veut aussi voir des résultats en termes d'emploi, en termes de compétitivité, en termes de développement de business, de pénétration du marché. Donc c'est un critère qui, il y a quelques années, était un peu négligé au profit de l'excellence, mais qui peut coûter cher, où on est frustré d'avoir écrit une excellente proposition scientifique et de se retrouver avec une note moyenne. C'est souvent parce que l'impact n'a pas été suffisamment bien traité. Donc, on va y revenir après, ça fait partie vraiment des points sur lesquels il faut faire attention. Alors déjà, pour donc ceux qui ne sont pas très familiers, ceux qui n'ont jamais fait d'évaluation, le processus d'évaluation, c'est à peu près le même pour tous les types de calls. C'est en général un jury de 3 experts, donc 3 experts indépendants, c'est-à-dire ne sont clairement pas des gens de la commission. En général, c'est souvent 2 scientifiques, 2 académiques et un industriel. Ils sont nommés par la commission à partir d'une base de données sur laquelle n'importe qui peut s'inscrire. Vous pouvez candidater à être évaluateur. En général, ça prend un petit peu de temps avant de commencer, mais c'est-à-dire ceux qui déposent des candidatures, il ne faut pas être surpris si vous n'avez pas de nouvelles pendant 2 3 ans, parce qu'en fait, on fait tourner les groupes d'évaluateurs, donc au fur et à mesure, ils viennent piocher des nouveaux. Ça a bien sûr un intérêt, c'est de savoir comment ça se passe de l'autre côté. Maintenant, ça aussi, ça prend un peu de temps. Première étape de cette évaluation, ce sont les évaluations individuelles, donc qui ont toujours été faites à distance, à la maison. On a en général entre 6 et 10 propositions à examiner en une quinzaine de jours, des fois 3 semaines. Et suivant les calls, vous avez en fait un budget de temps par proposition qui correspond tout simplement à ce qu'on vous paye, d'environ 3/4 de jour à une journée par proposition. Donc c'est assez peu. C'est des propositions de 100 pages ou même de 70 pages. Il faut aller assez vite pour le lire, il faut vite pour le comprendre, et il faut vite pour écrire son rapport. Donc ça impacte pas mal la manière dont les propositions sont évaluées, et ça j'y reviendrai aussi. À l'issue donc de ces examinations, on rédige un rapport, le Individual Evaluation Report, qui est donc votre appréciation personnelle du projet suivant les 3 critères et les sous-critères qui font partie du format d'évaluation.
Ce format d'évaluation, il est très strict, il est très clair. Il y a 3 critères et des sous-critères à chaque fois. L'évaluateur doit répondre à chacun des critères. Donc ça, c'est important parce que ces critères, bah, si vous passez à côté, alors ces critères font partie de ce que vous avez à rédiger, bien sûr. Si vous passez à côté d'un ou deux, bah, vous pouvez avoir une dégradation de la note, même si elle n'est pas très importante au début, on verra dans le slide d'après, ça peut finir par être important à la fin, c'est-à-dire que ce qu'on pense être des détails ne sont finalement pas vraiment des détails. Donc, après cette évaluation individuelle, donc elles sont collectées par l'Europe à travers le portail, hein, tout se fait en ligne. Là est organisé ce qu'on appelle les réunions de consensus. Donc jusqu'à il y a quelques années, on va dire avant le Covid, c'était des réunions qui étaient en présentiel, en général à Bruxelles, des fois à Luxembourg, où on se retrouve donc avec en fait tous les experts et on est réunis par groupe sur chaque proposition. Donc comme je l'ai dit, il y a 3 experts où il y aura toujours un project officer de la Commission européenne qui aura un rôle de modérateur. En aucun cas, il a le droit de donner son opinion sur la proposition. Par contre, il va s'assurer que les débats se passent bien, qu'on arrive à des consensus assez rapidement. Et puis, il donnera éventuellement des petites indications, notamment sur les notations, pour s'assurer qu'elles soient cohérentes avec le texte, etc. Et puis, il y a souvent un QC, alors qu'on ne voit pas forcément physiquement, mais il y a un boulot donc, de contrôle qualité qui est fait derrière sur ça. Pardon? Il n'y a pas de question. Ouais, je sais pas, de temps en temps, j'entends. Les micros et captent. Non, c'est pas cela le micro. Ah, c'est lesquels? Elle est puis après. Ah oui, c'est là. Non, mais truc que ton micro. Ah, ça. Mais tu peux nous mettre en mute, hein, Mélanie. Comment je fais? Bah, tu coupes le micro de du Teams. Ah, sinon, elle est plus là? Ok, vous m'entendez toujours? Bon, mais je vois le micro est coupé, donc vous ne me répondez pas, c'est normal. Donc je vais continuer. Enfin, si jamais vous m'entendez plus, n'hésitez pas. On vous entend, on a juste coupé le micro. D'accord, parfait, merci. Donc voilà, ces réunions donc, qui étaient en présentiel, maintenant elles se font aussi en remote. Comme j'ai dit, c'est depuis le Covid, puisque bien sûr on ne pouvait plus voyager. Et je pense que la Commission européenne s'est aperçue que ça faisait en plus de belles économies, parce que les frais de transport étaient pris en charge. Pas le temps de transport, mais les frais. Et donc, comme il y a des gens qui venaient éventuellement d'assez loin, c'était des budgets assez importants. Donc, aujourd'hui, ils ont décidé, en grande majorité, il existe encore des évaluations en présentiel, mais de moins en moins. En grande majorité, c'est fait à distance. En théorie, cette réunion de consensus va durer 1 heure et demie. C'est très rare qu'on arrive à finir à 1 heure et demie, parce que pour mettre 3 experts d'accord, ça demande un peu de discussion. Il faut arriver à un texte commun. C'est le premier objectif. Donc, sur chacun des critères et des sous-critères, on doit trouver des phrases qui conviennent à tout le monde pour évaluer la proposition. Une fois que le texte est le même pour tout le monde, à ce moment-là, on met les notes. On est toujours tenté de faire un peu l'inverse, de donner d'abord une note et ensuite trouver le texte pour l'expliquer, mais ça, c'est, on va dire, une consigne stricte de la commission. On se met d'accord d'abord sur le texte et ensuite on met les notes. Là, le modérateur de la commission peut intervenir assez régulièrement pour voilà, qu'il y ait une cohérence entre les notes et le texte. En général, ça dure 3 jours, puisque en fonction du nombre d'évaluations, enfin du coup de réunion de consensus que vous avez, on en fait 2 à 3 par jour, donc ça peut durer jusqu'à 3 jours. C'est le lundi, le mardi et le mercredi, typiquement. Après, il y a le jeudi, une journée, donc c'est la 3e étape, une journée de lecture croisée, ce qu'on appelle le cross-reading, qui consiste principalement, en fait, pour les gens qui sont volontaires, ce n'est pas une obligation, à lire d'autres propositions, c'est-à-dire des propositions qui ne vous ont pas été attribuées en tant qu'évaluateur, mais qui vous intéressent pour différentes raisons. Donc vous avez le droit vous avez le droit bien sûr toujours de les lire, et après vous pouvez en parler le lendemain. Je vais expliquer comment.
Ce même jeudi sert souvent aussi à terminer certaines réunions de consensus qui n'ont pas pu être finies pendant les 3 jours. Il faut savoir qu'il arrive que le consensus soit pas obtenu, même après 3 à 4 heures de débat intense. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un minority report, donc qui permet à un des évaluateurs de dire moi je suis pas d'accord avec les 2 autres. Donc ça c'est noté et on en reparle le lendemain, le vendredi, en session plénière. Donc la 3e étape, la session plénière qui se passe le vendredi, c'est d'abord une présentation de toutes les propositions qui sont au-dessus du threshold, au-dessus du minimum de 10. Vous savez ça sûrement, il faut avoir un minimum de 10 à la proposition pour qu'elle soit éligible. Ça permet, on va dire, de filtrer les mieux notés. Et il y a une présentation qui est faite par un des évaluateurs rapidement en 2 slides où on indique les points faibles, les points forts et les notes. Donc une fois que toute la lecture est faite, alors à ce moment-là, il y a la possibilité pour des gens qui ont fait un cross-reading et qui ne sont pas d'accord avec les appréciations ou avec la note, de dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est le moment aussi où on mentionne les minority report. Donc c'est la possibilité pour l'ensemble des experts de donner son avis sur une proposition où il n'y a pas eu de consensus. En général, c'est des choses qui font des process qui font perdre pas mal de temps parce qu'on repart dans des débats. Donc là aussi, l'animateur du panel, qui est en général un project officer avec pas mal d'expérience, va essayer de jouer le timekeeper, de résoudre, on va dire, ces petits conflits. Bon, il n'y a jamais de bagarre, hein, mais des fois, il y a des gens qui ont envie de débattre. Donc, ça peut durer quasiment toute la journée. Le classement, donc une fois que les notes sont confirmées après ces sessions-là, il y a un classement qui est fait sur un tableau Excel que tout le monde voit. Donc on voit comment sont placées les propositions. Donc bien sûr dans l'ordre des notes, de 15 en descendant jusqu'à 10. À ce moment-là, on va aussi éliminer en général les propositions en dessous de 12 parce qu'elles ont peu de chances de passer. Et il y aura des sous-classements en fonction de différents critères donnés par la commission, alors qui varient un peu, qui peuvent varier suivant les calls, mais qui, par exemple, une des nouveautés des dernières années, la note sur l'implémentation, sur l'impact, pardon, va être pris en priorité par rapport à l'excellence. Des fois, c'est le contraire. Après, c'est les financements pour les PME, c'est le nombre de chercheurs féminins, etc. Donc, un certain nombre de paramètres qui vont permettre de classer les propositions ayant les mêmes notes. Voilà, donc c'est un processus qui est toujours le même. Et dont la conclusion est que, en fait, la proposition, elle est notée par des experts indépendants et uniquement par ces 3 experts, qu'il y a quelques recours possibles entre les minority reports et les cross-reading, mais par expérience, j'ai vu très rarement des notations de propositions changer à ce stade-là. C'est-à-dire que les notes qui ont été données au moment des consensus vont être les notes finales. Alors, les critères d'évaluation, si vous écrivez des propositions, vous les connaissez, donc je ne vais pas m'attarder en détail dessus, j'y reviendrai tout à l'heure pour en parler plus des petits pièges qu'on a sur chacun de ces impacts, mais bon, sur ces sous-critères. Donc on retrouve l'excellence, impact et l'implémentation. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de parler des notes. Donc chaque critère est sur 5 points, ce qui fait un total de 15 points pour la proposition. Il y a des notes éliminatoires par critère, c'est-à-dire que si vous avez moins de 3, la proposition sera éliminée. Si vous avez plus de 3 à chaque critère, mais moins de 10 au total, c'est-à-dire par exemple juste 3 à chaque critère, la proposition sera éliminée aussi. Donc ça veut dire que non seulement il faut une note minimum pour l'ensemble, mais il faut aussi une note pour chacun des critères. Donc raison de plus pour en négliger aucun des 3. Après ça, on va dire, c'est plus mon expérience personnelle et mes propres statistiques. Une proposition pour passer,
on est, allez, en général, entre les notes minimum vont être entre 12,5 et 13,5. Alors, je pourrais dire entre 12 et 14. J'ai vu des propositions passer à 12, d'autres ne pas passer à 14. Mais en moyenne, voilà, c'est aux alentours de 13. C'est ce qu'on appelle, nous, la zone de turbulence, où une proposition peut passer, quoi. En sachant que les notes minimum, la résolution des notes, c'est 0,5, un demi-point. Donc ça va très vite. Pour passer de 13,5 à 12,5, ben, on se fait enlever 2 fois un demi-point et vous verrez que ça peut s'enlever assez facilement des demi-points. Voilà, donc ça veut dire que déjà, on peut dire qu'il faut négliger aucun détail. On va essayer de voir un peu quels sont ces détails. Alors le principe, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une dictée ou un permis de conduire. Vous partez avec le maximum, avec 20 points la dictée ou avec 12 points un permis de conduire. Là, c'est 15. Et au fur et à mesure que bah, l'évaluateur avance dans son examen de la proposition, il va détecter des défauts et à chaque fois, il va enlever un certain nombre de points. Alors, on a un jargon d'évaluateur qui est, voilà, qui est bien formaté aujourd'hui. Ça va du défaut mineur, le minor shortcoming, jusqu'à la weakness. Le minor shortcoming, c'est les experts ne sont pas toujours d'accord savoir s'il faut mettre ou pas un minor shortcoming. Du coup, des fois, ça aura zéro impact sur la note. Ça peut être 0,5 points s'il y a un, deux, voire trois défauts mineurs. Au-dessus alors, le défaut mineur, on verra quelques exemples, c'est quelque chose qui peut être contestable, mais qui n'a pas un gros impact. Le shortcoming, là, ça veut dire qu'on a quand même vraiment identifié un point qui n'a pas été très bien vu. Donc, ce n'est pas un problème majeur, mais c'est embêtant. Et là, on peut perdre facilement 0,5 à 1 point. Donc, vous avez vu, vous vous rappelez, avec des notes minimum à 13 points, il ne faut pas se permettre trop souvent des shortcomings, quoi. Quand on passe au major shortcoming, là en général, les trois experts identifiés, il peut y avoir débat pour savoir si c'est juste un shortcoming ou un major, mais en général, tout le monde est d'accord qu'il y a des points à enlever. Et là, ça peut être 1, 2 points. 1, 2 points, on ne peut pas se le permettre plus de 2 fois. Et puis après, il y a la weakness. Alors la weakness, c'est un gros problème. On est passé à côté des objectifs. On n'a pas du tout fait l'état de l'art. On a un consortium qui ne tient pas la route, etc. Là, c'est une note qui va finir en dessous de 5 pour le critère correspondant. Et donc, ça devient éliminatoire. En général, quand on écrit witness dans un rapport d'évaluation, c'est une proposition qui ne va pas passer. Voilà, la conclusion, c'est que même avec une très bonne proposition, on pense avoir tout bien écrit. On a raté deux, trois petits détails sur chaque critère. Donc, ça va être éventuellement du 0,5 points à chaque fois ou du 1 point. Et on va finir avec une note entre 12 et 13. Et là, on perd pas mal de chances d'avoir la proposition retenue. Alors, où perd-on les points? J'ai pris quelques exemples, hein. C'est pas du tout exhaustif, mais sur la clarté et pertinence des objectifs, en général, ça se passe pas mal. Les gens ont bien lu le call, ont compris les objectifs, ont trouvé un sujet qui colle bien avec le topic. C'est quand même rare qu'on perde des points là-dessus. Il faut faire attention quand même quand les objectifs de la proposition ne sont pas clairement écrits. Des fois, le rédacteur a l'impression que c'est clair, mais ça n'est pas forcément pour des experts qui vont dire ça dans la journée ou dans la demi-journée. Et ça, il faut penser à ça, c'est que vous allez passer des jours, des semaines, voire des mois à écrire votre proposition. L'évaluateur, comme il a le rapport à faire derrière, comme éventuellement il va faire quelques vérifications sur Internet ou autre, en général, la lecture, c'est la demi-journée. Donc 3-4 heures pour lire 70 pages. On ne s'attarde pas trop sur les choses qui paraissent pas claires. On essaye de comprendre, mais au bout d'un moment, on va finir par faire le constat que ce n'est pas clair. Donc, d'où l'intérêt, je reviendrai aussi, de faire relire les propositions par des gens externes pour qu'ils confirment que ce qui est écrit dans la proposition est clair. Donc, si ces objectifs ne correspondent pas aux objectifs du programme, en tout cas que partiellement,
là, c'est une weakness, la proposition, c'est fini, quoi. Après, il y a l'aspect en innovation, c'est toujours compliqué. Il faut que le projet soit suffisamment innovant pour mériter le financement, clairement. Mais il ne faut pas qu'il soit trop ambitieux. Il faut qu'il reste crédible. Pour ça, en général, il faut essayer de viser des sauts de TRL de 3, voire 4 niveaux, quoi, pas plus. Typiquement, passer 4 à 7, c'est acceptable. Si vous partez d'un TRL 2, vous prétendez finir à 7 ou à 8, à moins que vous ayez une méthodologie qui soit super bien écrite pour le justifier, vous risquez d'être taxé de proposer des travaux trop ambitieux. Donc là, c'est un doux équilibre à trouver. Si ça va trop bas ou trop haut, ça peut vite faire un major shortcoming et donc handicaper déjà d'entrée la proposition avec 2 points de perdus, ou au minimum un point et demi. Donc ça, c'est quand même quelque chose à faire attention et il faut garder cette idée, voilà, du saut de TRL pas trop important pour pas tomber trop dans ce piège. Après, un autre chapitre qui est souvent négligé, en tout cas, moi, je l'ai vu souvent traité trop vite, c'est l'état de l'art. Donc, vous avez un chapitre où on vous demande l'état de l'art correspondant à vos travaux de recherche, bien sûr. L'état de l'art, c'est quand même ce qui va justifier que les travaux que vous proposez sont au-delà de l'état de l'art, beyond the state of the art. Le meilleur moyen de justifier que vous êtes au-delà de l'état de l'art, c'est de bien expliquer ce qu'il est, honnêtement. C'est-à-dire que si vous trichez un petit peu en sachant pertinemment qu'il y a des choses qui ont déjà été faites au niveau où vous voulez les faire et que vous faites piéger, vous pouvez prendre un major shortcoming. Ça ne sera peut-être pas une weakness, on pourra vous laisser le bénéfice du doute de ne pas savoir que des travaux ont déjà été faits et voire même commercialisés, mais c'est le genre d'erreur qui peut coûter là aussi 1 ou 2 points. Donc voilà, il faut essayer de faire un état de l'art. Alors, j'allais dire aussi exhaustif que possible. Des fois, c'est compliqué parce que des fois, il y a beaucoup à dire, mais il faut prendre les choses principales, il faut donner des références d'autres projets, voire encore une fois des choses qui sont déjà sur le marché. Il faut y passer du temps suffisamment pour qu'il soit crédible et qu'il supporte bien l'ambition du projet. Donc, il faut être factuel. Il ne faut pas écrire des pages de texte. Il faut donner des exemples concrets parce que c'est plus facile à lire et parce que ça justifie mieux cette éval-là. La méthodologie, souvent un problème parce que les gens ne savent pas toujours comment écrire la méthodologie. C'est souvent flou. Ce qu'on peut reprocher à des propositions, c'est qu'on va lire 2 pages, 3 pages sur la méthodologie. Et en fait, on ne sait pas d'où on est parti, on ne sait pas où on est arrivé. La méthodologie, c'est avant tout d'expliquer le cheminement de ces travaux, d'où on part, où on va et comment on y va. Et ça, il faut que ça tienne en moins de 2 pages. S'il y a plusieurs travaux en parallèle, il faut qu'à chaque fois, on explicite ces cheminements. Et là aussi, il faut essayer de rester dans le concret, dans les faits, essayer d'illustrer. Ça aide beaucoup à la lecture pour que l'évaluateur en fait, se sente à l'aise avec cette partie-là parce qu'elle va le conditionner pour la suite. Voilà, donc après la méthodologie, vous avez les petits chapitres entre guillemets, interdisciplinarité, dimension du genre, sciences ouvertes, donc open science, gender dimension, interdisciplinarité. Ce sont des paragraphes obligatoires. Si vous ne les traitez pas parce que vous ne savez pas quoi écrire, vous risquez de perdre le point. Vous pouvez très bien écrire que ce n'est pas applicable. C'est souvent le cas pour les gender dimension. Hein. L'idée, c'est de savoir si vos travaux peuvent avoir un impact sur le genre. Souvent, je prends des exemples de travaux sur la robotique, hein, ceux que je connais le plus, et là où je vois le plus de propositions, c'est souvent tout simplement pas applicable. Donc il suffit de mettre une phrase pas applicable. N'oubliez pas que le gender dimension, c'est pas pareil avec le gender equality plan. Donc vous parlez vous parlez de gender dimension si ça s'applique spécifiquement aux travaux que vous proposez. Donc deuxième critère, l'impact, probablement le plus compliqué.
Vous avez des impacts qui sont spécifiés dans le call. Il faut les traiter un par un. En général, c'est demandé de tous les traiter. Vous devez, pour chaque impact, dire en quoi vous pensez que les résultats de votre recherche vont permettre d'avoir une dimension. On a souvent affaire à des descriptions qui sont assez peu convaincantes, un peu trop baratin. On retrouve des espèces de copier-coller de la proposition. Ça, je peux vous dire que les évaluateurs n'aiment pas trop. On a l'impression que c'est du remplissage. Donc, positionnez-vous bien par rapport aux travaux que vous proposez, vous. Si possible, donnez des chiffres. Idéalement, c'est un business plan, notamment pour les IGA. Les RIA, c'est moins justifié. Mais il faut penser ici quand même à expliquer ce que ça peut apporter en termes. Alors, ça peut être de la connaissance scientifique. Hein. On trouvait beaucoup ça sur les RIA. Sur les IA, on attend plutôt des données par rapport au marché atteignable, qui sont les cibles, quels vont être les impacts dans le domaine social, scientifique, environnemental. Et ça va plus loin que ça, puisqu'on vous demande après l'échelle et l'importance de ces contributions. Là aussi, les chiffres sont bienvenus. C'est souvent difficile, donc il ne faut pas non plus inventer des chiffres. Mais si vous sentez pouvoir donner des choses assez factuelles, là aussi, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à comprendre, et ça aura plus d'impact, c'est le cas de le dire, au niveau de l'évaluateur. De manière générale, éviter le baratin, là aussi. Après, dissémination, exploitation, communication, alors on va dire que ce sont des chapitres standards qui ne devraient pas trop poser de problème, parce que finalement, on dit toujours un peu la même chose. Bien sûr, il y a des spécificités suivant les propositions, mais c'est à peu près toujours les mêmes exercices. On se retrouve des fois avec 3 pages sur la dissémination, et à la fin, on se demande qui fait quoi, comment, quoi. Les tableaux, ça marche très bien pour les trois. Des tableaux qui disent en fait quel partenaire, quand, à quel endroit, qu'est-ce qu'il fait. Donc là aussi, factuel, facile à lire, et il faut traiter les 3 sujets. Donc pas confondre dissémination et communication. Communication avec exploitation. Quand on parle d'exploitation, encore une fois, si on est notamment sur un IA, ce qui parle le mieux, c'est lister les résultats, qui se charge de les exploiter. Et si on peut faire un lien avec le business plan qui a été présenté avant, c'est encore mieux. On peut parler aussi business model. Comment on exploite ces résultats? Est-ce que c'est un produit qu'on met sur le marché? Est-ce que c'est un service qu'on va proposer? Ou est-ce que c'est une avancée scientifique qui va permettre, dans le cadre d'un nouveau financement, de monter encore en niveau TRL? Ce n'est pas du tout interdit, notamment bien sûr sur les RIA, de finir avec un TRL 5 ou 6. Mais c'est bien vu de dire, à partir de ce TRL, en faisant ça ou ça, par la suite, on peut arriver à un 7 ou un 8. En fait, il faut un évaluateur vers la conviction que les travaux vont servir à quelque chose. J'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. Donc, quand on relit sa proposition, est-ce qu'on arrive à se convaincre que ce qu'on a écrit est suffisamment clair, factuel et compréhensible pour convaincre l'évaluateur? On en a déjà parlé. Après, il reste l'implémentation, qui est en théorie le plus facile. C'est là où vous expliquez comment vous allez vous organiser. Donc déjà, on fait un work plan. Donc le work plan, ça tout le monde le fait quand même. C'est le schéma où on va montrer les work packages. Des fois, on voit des choses extrêmement simples avec des work packages, bien sûr, le numéro, le titre, et c'est à peu près tout. Et puis éventuellement 3-4 flèches pour montrer l'enchaînement. Il faut essayer de réfléchir quand même à la complexité éventuelle de ce work plan, si elle est justifiée. Mais on peut avoir des liens bidirectionnels, on peut avoir des liens entre plusieurs work packages entre eux, on peut avoir des itérations, c'est souvent bien vu et souvent négligé quand on fait de la recherche. Dans un premier temps, on va faire du prototypage. On va d'abord faire la partie théorique, on va faire des simulations, on va faire du prototypage. On peut avoir à faire des boucles d'itération, à revenir en arrière parce qu'on n'aura pas validé les résultats attendus.
il ne faut pas hésiter à le dire. Ce n'est pas une faiblesse, une proposition de dire qu'on s'y prend 2-3 fois tant qu'on n'a pas validé un point. Donc, un work plan avec voilà, un petit peu de complexité dans les liens, c'est toujours bien vu. Alors, il ne faut pas non plus que ça soit n'importe quoi, que ça soit touffu, avec trop d'images ou quoi. Ce n'est pas le work plan qui a le plus de work package qui est le mieux. Il faut simplement qu'il corresponde aux travaux. En général, quand on a une dizaine, voire une douzaine de work package, ça suffit. On voit des propositions des fois où il y en a 20 ou 25. Voilà, c'est en général beaucoup trop compliqué ou trop découpé. Puisque dans les work packages, bien sûr, vous avez la possibilité de détailler en tâches les choses que vous regroupez à l'intérieur du package. Le planning, le Gantt, c'est un outil super utile pour l'évaluateur parce que d'un seul coup, d'abord, il revoit tous les work packages, il voit les durées, il voit comment ça s'enchaîne. Alors, il en a déjà une idée a priori à travers le work plan, mais là, il voit comment ça s'inscrit dans la durée. Et c'est un des aspects qui va quand même être évalué. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que là où vous avez mis 18 mois pour faire tel type de recherche, c'est pas trop par rapport à la complexité des travaux? Ou à l'inverse, est-ce que c'est assez parce qu'on pense que c'est un sujet très compliqué. Donc, il faut qu'il soit lisible. C'est mieux quand on arrive à le mettre en mode paysage pour pouvoir le lire dans la foulée du reste plutôt que d'avoir à tourner le PC à 90 degrés. Mais bon, on va dire que ce n'est pas une obligation totale, mais souvent, on voit des Gantt qui sont illisibles parce qu'il y a trop de données, il y a trop d'infos. Donc, il faut arriver à trouver une mise en page qui permette d'avoir quelque chose de facilement lisible. Pour description des tâches, là c'est pareil, on voit des fois des work packages qui tiennent en une demi-page, d'autres qui tiennent en 4 pages. Il y a normalement plus ou moins des recommandations là-dessus. 2 pages, c'est bien, mais il faut tout y mettre. Il faut mettre les objectifs du work package. Il faut bien décrire chaque task avec les leaders, voire les contributeurs, parce que ça explique bien comment les différents partenaires participent au projet. Bien sûr, la liste des livrables et la liste des milestones. Voilà, avec un format bien fait, sur 2 pages, ça tient bien, sans serrer trop petit. Et il faut ça paraît peut-être des détails, mais encore une fois, quand on a un peu de temps pour lire la proposition et qu'on a une bonne mise en page, c'est plus agréable à lire. Donc des work packages qui tiennent juste sur 2 pages, c'est plus facile que quand vous avez le titre sur la première page, avec un bout des objectifs, et puis le gros du texte sur la deuxième, et les livrables sur la troisième. Donc, en répartissant les tâches sur une page, livrables et milestones, et éventuellement une partie des tâches qui dépassent sur la deuxième page, c'est voilà, plus facile à lire. Après, il y a un chapitre sur l'adéquation des ressources. Alors ça, vous ne le voyez pas forcément au niveau de la proposition. Il y a des chapitres où on demande d'en parler, mais c'est un critère d'évaluation qui est assez important. Il faut d'une part montrer que chaque partenaire a un rôle bien défini. Il y a des moyens simples pour le faire. C'est encore une fois des tableaux. Ce n'est pas la peine d'écrire 20 lignes sur le rôle d'un partenaire. Si vous faites un tableau en expliquant dans quel work package il intervient, avec quel rôle, qui est en fait un peu un résumé de ce qu'il y aura déjà dans le work package, ça permet à l'évaluateur d'un seul coup d'œil de se dire bah, ça va, tout le monde a du boulot, quoi. On a déjà vu des propositions où il y a des fois derrière un grand nombre de partenaires, et puis on s'aperçoit que les partenaires 17, 21 et 23, je dis n'importe quoi, on les a vus dans aucun work package. Après avoir fait l'effort de retourner dans tous les work packages pour savoir si on voit apparaître le nom. Ça, c'est compliqué. Si on a tout mis dans un tableau mettant en évidence que tout le monde a des tâches à fournir, ça facilite la chose et c'est la meilleure preuve. Les fameux order costs, donc vous savez qu'il faut détailler au-dessus d'un certain chiffre. Donc, en général, le gros de ces coûts, ça va être les voyages, les travels, les déplacements, et puis les consommables, entre guillemets, donc ce que vous achetez qui ne sera pas amorti. Il faut aussi mettre la liste des équipements. À ne pas négliger, quand on voit des montants de other cost en consommables extrêmement importants, genre je m'achète un microscope électronique à 300 000 euros, ça passe assez mal parce que normalement ça doit être en équipement et ça doit être amorti. Donc
Faites attention à ça. On ne punira pas très fortement une proposition pour ça, mais si tous les évaluateurs sont d'accord pour dire qu'il y a un des partenaires qui a été un peu fort, bah, on peut enlever un demi-point. Un demi-point qui peut faire mal à la fin quand on fait les classements. Donc, il faut que ça soit raisonnable, il faut suivre les recommandations de l'Europe et ne pas pousser trop en consommable des choses qui devraient être en équipement. La table de risque, c'est souvent un challenge pour beaucoup de gens. A priori, ce n'est pas très compliqué. Là aussi, c'est un petit peu du répétitif, donc qui va évoluer en fonction des propositions. Donc, il ne faut pas être trop générique, pas mettre des choses qu'on pourrait mettre dans n'importe quelle proposition, ou en tout cas pas que. Le fait qu'il y ait un partenaire qui fasse banqueroute ou qu'il y ait un autre qui abandonne le projet, ça peut arriver sur n'importe quelle proposition. Donc c'est un risque qu'on met. Après, il faut quand même des risques qui soient spécifiques à la proposition, notamment sur la partie recherche. Il faut bien le faire, c'est pas la peine d'en mettre des pages. Un bon tableau de risque fait une page A4 avec 20-25 risques listés, on va dire que c'est une bonne moyenne, ça suffit. Il faut s'attacher à écrire des mesures d'atténuation, donc les mitigations, qui sont souvent pas comprises par les gens qui écrivent les propositions. On ne vous demande pas d'écrire ce que vous allez faire si jamais le risque se présente. On vous demande d'écrire ce que vous faites en amont du projet pour diminuer le risque d'occurrence du risque. Donc, il y a une petite nuance, peut-être un manque de compréhension sur le mot mitigation. Donc, en fait, c'est l'atténuation du risque. Ce n'est pas la solution au problème trouvé. Là, encore une fois, on va pas massacrer une proposition parce qu'elle aura pas bien écrit les mitigation measures, mais on peut enlever un demi-point si, voilà, s'il y en a beaucoup qui paraissent pas crédibles. Donc, il ne faut pas le négliger, ce tableau de risque. Et normalement, il n'est pas très compliqué à écrire. Bon, après, bah, le consortium as a whole, comme ils mettent, la compétence des partenaires, la complémentarité, bah, un tableau avec les compétences des partenaires, c'est bien vu. On met bien sûr des références des projets intérieurs, et ça, on peut en avoir parlé avant dans le chapitre excellence. Montrer que les projets que les partenaires ont la compétence pour faire les travaux proposés, et surtout qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Ça, on voit des propositions où on a le sentiment que bah, il manque un partenaire. Alors peut-être qu'il était au début où la proposition est écrite, puis qu'il a laissé tomber juste avant la soumission de la proposition. Moi qui suis aussi du côté rédacteur, j'ai connu ça souvent. Il y a des gens qui jettent l'éponge une semaine avant la soumission. Bah, il faut vite trouver une solution d'urgence parce que les partenaires clés qui sont identifiés, ben, on verra bien si l'ensemble des travaux est couvert ou pas, quoi. Donc ça, clairement, à pas négliger non plus, ça peut coûter facilement un short commune, voire plus. Alors, le diable est dans les détails. Donc, j'ai déjà un petit peu mentionné. Euh, Là, j'ai essayé de lister un peu les points. Alors, ça va reprendre un peu les idées plus générales de slide d'avant, mais de lister les points typiques où on aura enlevé 0,5 voire 1 point, voire plus, pour des choses qui n'ont pas forcément attiré l'attention du rédacteur. Encore quand on voit année après année, il y a quand même des choses qui sont de mieux en mieux prises en compte. C'est le cas des premiers exemples, les fameux KPIs, les indicateurs de performance. Ils sont spécifiés dans le cahier des charges. On en met pour la partie recherche, on en met pour la partie impact, la dissémination et exploitation. Donc, c'est bien de mettre à chaque objectif que vous décrivez au début de la proposition, de mettre un ou des indicateurs de performance et surtout les associer avec des métriques, c'est-à-dire comment vous allez mesurer cette performance. Alors, il y a des fois, c'est super simple. Quand vous dites j'ai développé ça qui doit avancer à telle vitesse, ben, spécifiez la vitesse. Après, si vous n'y arrivez pas à la fin du projet, personne vous refusera le financement à cause de ça. On est quand même dans des projets de recherche et développement. Donc, c'est pas un engagement ferme, mais il faut qu'il soit crédible. Parce que, par contre,
si vous obtenez le projet, pendant la revue du projet, les KPI vont servir de référentiel, cette fois-ci pour ce qu'on appelle les reviewers, donc ceux qui suivent les projets. Donc, si vous dites, moi, je fais un engin qui peut aller à 10 mètres secondes et que pendant le projet, vous faites 1 mètre seconde, vous risquez d'en entendre parler, quoi. Alors, bon, je n'ai jamais entendu la Commission européenne enlever du financement parce qu'on avait raté les KPIs, mais c'est bien qu'ils soient raisonnables. Et de toute façon, l'évaluateur va les juger en termes de crédibilité. Donc, il faut que ça soit des objectifs ambitieux mais atteignables. Les niveaux TRL, moi, j'en ai parlé pour dire qu'il ne fallait pas être trop ambitieux, trop conservateur sur les niveaux de TRL à atteindre. C'est bien pour chacun des objectifs de mettre un TRL de départ. Donc ça, c'est votre state of the art, éventuellement, votre état de l'art. Et puis le TRL visé à l'arrivée, à la fin du projet. Là, encore une fois, le tableau avec objectifs, KPIs, métriques et TRL, ça suffit très largement, c'est facile à lire, et pas la peine de gratter des pages, quoi. C'est là que l'évaluateur fera la meilleure idée. Quand vous faites un état de l'art, on en a parlé, souvent on voit voilà, un tas de phrases écrites et en fait on ne sait pas à quoi on fait allusion. Donc un état de l'art décrit en disant oui, ça existe, ça a été fait, mais il faut être un peu factuel, quoi. Donc soit on donne des exemples précis, soit on mentionne des documents de référence. Alors je vais vous rassurer tout de suite, parce qu'on voit des propositions avec 50, 60, 80 références à des publications, des choses comme ça. On n'a pas le temps de les lire quand on est évaluateur. Par contre, on voit les titres, on voit si effectivement il y a des choses qui paraissent enfin, particulièrement dignes d'intérêt. On prendra peut-être le temps d'aller voir. Donc c'est pas mal d'en mettre, c'est pas la peine d'en mettre trop, mais c'est mieux que de mettre des mots qui n'ont pas de sens très concret. Les impacts du programme doivent être adressés individuellement. Ça, c'est une demande en général de tous les calls. Donc faites-le. Et s'il y a des impacts pour lesquels vous ne voyez pas, enfin, les résultats que la recherche que vous proposez n'aura pas d'impact, dites-le. C'est pas grave. On ne demande pas d'avoir un impact absolument sur tous les choses qui sont demandées, mais il faut écrire quelque chose. Et éventuellement, si l'impact est faible, vous pouvez le justifier en disant que voilà, ce n'est pas ça l'objet principal de la recherche. Mais quand on a cinq impacts à atteindre qui sont décrits dans l'appel d'offres, si on ne les retrouve pas, après, chaque évaluateur le fera suivant son feeling, mais il y en a qui voudront enlever 0,5 voire 1 point. Donc c'est dommage de les perdre, parce que comme je vous le dis, même s'il y a des endroits où vous ne savez pas trop écrire, bah, au minimum, dites que ce n'est pas applicable. Les chiffres parlent mieux que les mots, c'est évident. Ce n'est pas toujours facile, notamment sur les RIA, mais essayez de rendre concret votre évaluation du marché, du potentiel. Sur les RIA, le business plan, je dirais qu'il est quasiment incontournable. C'est pas très difficile à faire quand vous avez des partenaires industriels. Normalement, ils savent faire. Il faut profiter de ces partenaires pour faire cette partie-là. Parler de marché et faire un business plan, là aussi, il faut que ça soit crédible. Comme j'ai dit, sur les 3 experts, il y aura souvent au minimum un industriel. C'est là qu'il peut se faire plaisir en disant ce qui est écrit, c'est n'importe quoi. Et là, ça va être au moins un point de perdu, voire plus. Si vraiment c'est un peu abusé. Donc là aussi, il faut essayer d'être à la fois ambitieux et raisonnable. Les plans d'action, destination, exploitation, comme leur nom l'indique, sont des plans. Donc, des plans, c'est qui, quoi, comment, quand, où, etc. Donc, mettez-le sous forme de tableau, ça parle bien, c'est même plus facile à rédiger. On n'est pas obligé d'avoir tous les détails, mais quand on parle par exemple de publication, lister les revues scientifiques, quand vous parlez de participation à des événements, dites lesquels, à quel endroit, quand vous parlez de workshops, dites qui va les organiser, etc. Des fois, c'est traité un peu à la va-vite et c'est encore 0,5 voire un point qui disparaît, quoi. Les indicateurs de performance sont aussi les bienvenus.
sur la dissémination quand vous avez des objectifs en termes de postes, en termes de vue de vos pages, etc. Mettez des chiffres. C'est pas toujours évident. Des fois, vous allez mettre 10 000 et en fait, il fallait mettre 100 ou l'inverse. Mais prenez le risque. Normalement, il y aura toujours des gens autour de vous qui devraient être capables de vous donner des données qui tiennent la route. Mais à la limite, c'est moins grave de mettre des chiffres faux que de rien mettre. Parce qu'on pourra vous reprocher de ne pas savoir où vous voulez aller en termes voilà, de dissémination, par exemple. Quand on parle de communication, il faut lister les groupes cibles. La propriété intellectuelle, on voit souvent la petite phrase miracle qui dit on verra ça dans le consortium agreement. Ok, vous avez le droit, ce n'est pas une obligation, mais vous n'impressionnerez pas l'évaluateur en disant on verra plus tard les problèmes de pays. Si vous savez déjà au sein du consortium, et normalement vous devriez le savoir quand vous écrivez la proposition, qui va développer quoi, qui a éventuellement l'intention de breveter, ça ne vous engage pas à le faire après, mais ça donne l'impression à savez à peu près où vous voulez aller en termes de protection de la propriété intellectuelle. Et c'est quand même un aspect super important parce que si vous avez des travaux sensibles et que vous n'écrivez rien sur la manière dont vous allez les protéger, les évaluateurs peuvent vous pénaliser pour avoir sous-estimé l'importance d'un brevet. Alors, c'est pas parce qu'on on propose de déposer 10 brevets qu'on aura une meilleure proposition qui en propose qu'un, voire zéro. Ça peut parfaitement justifier, mais il faut l'écrire. Si par exemple, il est envisagé aucun dépôt de brevet, il peut y avoir des bonnes raisons, mais il faut l'écrire. Le planning doit être lisible, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens parce que ça a l'air d'être un détail, mais c'est pénible quand on voit un truc, on est obligé de sortir la loupe, et même des fois, on a grandi, en général, c'est des PDF qui ont été copiés, c'est difficile à lire, même quand on a grandi, on n'arrive pas à lire. On n'arrive pas à lire le nom de la tâche. Bon, ça n'a pas arrivé, quoi. Et là, c'est facilement un demi-point, voire plus. Les work packages, je reprends. Voilà, le détail de work package, c'est des formats à respecter. Il faut prendre l'habitude de travailler avec ces formats-là et d'aller jusqu'au bout pour tous les work packages. C'est pas très compliqué et ça peut faire la différence. Et pareil, encore une fois, pour les other direct costs, c'est probablement là aussi on met plus souvent, enfin, on enlève ces fameux demi-points parce que soit ils sont pas détaillés du tout, c'est arrivé. Il y a des gens qui mettent other cost 500 000 euros dans le tableau financier, et puis on retrouve pas le détail. C'est un peu embêtant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit des montants significatifs sur du consommable, alors que ça ressemble quand même beaucoup à un investissement en équipement, il faut jouer le jeu. Voilà, ça c'est, donc en réfléchissant un peu, après toutes ces années, je crois que c'est les endroits où on enlève le plus souvent ces fameux points ou les points. Quand c'est plus grave que ça, les major shortcomings ou les weaknesses, de toute façon, c'est au niveau de la rédaction globale de la proposition. Donc, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de type, il n'y a pas de. Voilà, il faut faire bien attention à ce qui est écrit dans le call et à les respecter pour ne pas prendre un major shortcoming ou un weakness d'entrée. Mais finalement, la proposition, entre les bonnes propositions et les très bonnes propositions, et les différences, elles sont sur cette page. C'est-à-dire, c'est les demi-points que vous allez perdre, j'allais dire bêtement, sur des sous-critères. Vous imaginez, si vous perdez que un demi-point par critère, vous êtes à 13,5. Vous faites déjà le bas de la zone de turbulence, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis le diable est dans les détails. Après, des recommandations. Alors, je pense que certains d'entre vous qui ont quand même une bonne habitude d'écrire des propositions. J'ai envie de mettre quelques sujets ici qui sont des sujets vus du côté évaluateur. Qu'est-ce qu'on va considérer comme étant une bonne proposition? Clairement, il y a des points clés pour en revenir à ce que je disais sur les weaknesses ou les major shortcomings. Si vous n'avez pas un bon sujet qui est parfaitement en phase avec les objectifs du programme, ce n'est pas la peine de perdre votre temps avec la proposition. Donc, assurez-vous que le sujet est bien en phase avec les objectifs. Un bon consortium, on en a parlé, la complémentarité, pas de trou dans la raquette, les compétences sont là, il faut y réfléchir rapidement, parce que c'est une des premières choses que vous aurez à faire,
c'est de monter votre consortium pour être sûr que tout le monde participe à la rédaction de la proposition. Il faut avoir un chef pour coordonner la proposition. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui impose le rythme, qui prend les documents, qui coordonne tout ça. Mais il faut que personne ne se cache. Si vous sentez qu'il y a des partenaires dans le groupement qui sont dans le consortium, qui ne sont pas très actifs, qui ne sont pas très réactifs, attention, parce que même si vous arrivez jusqu'au stade de la proposition acceptée, c'est peut-être aussi des partenaires qui ne contribueront pas à la hauteur de ce que vous attendez par la suite. On en a connu quelques-uns comme ça. Donc il faut motiver tout le monde à participer et c'est mieux si vous êtes en position de demander à chacun une contribution au texte. Par exemple, les work packages, normalement chaque partenaire a au moins une tâche, au moins une, et souvent un work package complet. Faites-le écrire par le partenaire qui est censé être en charge. Autrement, vous risquez de confronter les difficultés par la suite. S'imposer des délais intermédiaires, c'est évident, comme tous les projets. Si on se dit j'ai encore du temps, on se retrouve les 15 derniers jours à la bourre, à écrire des choses trop vite, à oublier les fameux détails. Donc, il faut se donner un espèce de timing. Celui qui est coordinateur de la proposition, il faut qu'il se donne en général, c'est 3 mois à l'avance pour commencer. C'est un minimum pour commencer à travailler sur le montant, en ayant déjà le sujet. Hein, pour avoir le bon consortium, trouver les partenaires qui vont bien. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut se dire, je ne sais pas, par exemple, dans un mois, je veux avoir la liste des work packages et la liste des partenaires qui vont les rédiger. La partie administrative, elle ne prend pas énormément de temps, il ne faut pas la faire à la dernière minute, parce que si vous apercevez la veille ou le jour du dépôt qu'il y a un partenaire qui n'a pas son PIC number, le fameux numéro d'identification, et soit vous êtes obligé de le sortir de la proposition, soit vous ne déposez pas le projet, c'est quand même dommage. Donc ça, c'est des petits détails, ça peut se faire dès que vous savez qui sont les partenaires du consortium. Et après, moi, ma recommandation, c'est de commencer par le work plan et les work packages, parce que c'est l'ossature de la proposition. Et après, vous allez développer la méthodologie, vous allez parler des radars, vous allez parler des impacts. Mais un work plan, pour démarrer, ça donne une idée à peu près claire à tous les partenaires de ce qu'on veut écrire. Et c'est plus facile ensuite de les faire contribuer. Le point que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, faire regarder la proposition par des personnes extérieures, c'est super important parce que vous aurez donné un guidon pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut absolument que quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas lu du tout la proposition avant, qui ne connaît même pas le sujet, vous faites lire la proposition. Et alors, si ça peut être 2-3 personnes, c'est mieux. Si ça peut être des personnes qui ont l'habitude des projets européens, c'est encore mieux. Pour leur demander ce qu'ils en pensent, est-ce que c'est assez clair, est-ce qu'ils ont tout compris. Et surtout, vous leur dites, vous avez 2 heures pour le lire. Et sans poser des questions, parce que quand on fait des évaluations, on n'a pas le droit d'appeler les partenaires pour leur demander ce qu'ils ont voulu lire. Donc, c'est un boulot qui se fait en aveugle. Et ça, bien sûr, cette relecture, il ne faut pas la faire le dernier jour, parce que si vous avez des choses à modifier, donc, c'est pour ça que je dis au-dessus qu'il faut laisser au moins 1 semaine avant la date limite pour avoir une proposition complète. Ça va servir notamment à pouvoir faire des rectifications s'il y a des lecteurs extérieurs qui trouvent des choses à modifier. Un autre truc important, j'en ai un petit peu parlé, mais j'insiste là-dessus. Franchement, mettez votre évaluateur à l'aise, facilitez-lui la lecture, évitez les longues pages de texte qui sont, voilà, quand vous en êtes à votre 3e, 4e, 5e proposition de la semaine, que vous avez 4 pages à lire, vous ne savez pas où ça va, à quoi ça sert dans la proposition, c'est frustrant et ça met pas en situation confortable pour l'évaluer de manière positive, quoi. Donc, aérer la proposition, mettez des illustrations, mettez des schémas. Alors, pas n'importe quoi, il faut bien sûr que ça soit d'un intérêt pour la proposition, mais comme on dit souvent, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Et c'est tellement vrai quand vous avez peu de temps pour la lire. Franchement, voilà, il faut y penser. Il ne devrait quasiment pas y avoir une page sans un schéma ou une illustration, une petite image ou quoi que ce soit. Quasiment pas, quoi. Sauf bien sûr toutes les pages des work packages. Mais sur le reste, voilà,
pouvez essayer de vous fixer comme objectif d'avoir au moins une illustration par page. L'introduction. La première chose, bien sûr, qu'on lit quand on a la proposition. Alors, jusque-là, on connaît que le nom. On récupère le document sur Internet. La première chose qu'on fait, en général, j'en ai discuté souvent avec des collègues experts, nous, on regarde à peu près toutes les propositions qu'on a. Donc, une introduction, une demi-page, c'est ce qui va vous permettre de savoir tout de suite de quoi ça parle. Et c'est ça qui va vous donner envie de lire la suite. Alors, on va la lire quand même, parce que le boulot, c'est de les lire jusqu'au bout. Mais quand vous les lisez à contre-cœur, forcément, vous êtes moins tendre sur les évaluations. Donc, cette introduction, il faut qu'elle parte du contexte. Alors, le contexte, c'est 10 lignes. C'est pas 3 pages pompées sur Internet. Ça, c'est insupportable. Donc, en général, le contexte il a été fixé dans le call, de toute manière. On sait quel est le contexte général. Si vous voulez préciser des éléments de contexte pour mieux présenter vos travaux, c'est une très bonne idée, c'est bien vu. Mais encore une fois, n'en mettez pas de 3 pages. Il faut que ça aille assez vite parce que vite, en fait, on veut savoir ce qui est proposé. Donc, les objectifs de la proposition, pas ceux du call, bien sûr, pas question de recopier ce qui est écrit dans le call. Les objectifs que vous fixez dans la proposition, il faut qu'ils viennent en résumé. Après, vous allez avoir un chapitre qui permet de les détailler. Mais là, il faut que vous disiez dans les grands lignes que vous cherchez à développer en montrant déjà quelle est l'ambition, éventuellement une comparaison par rapport à l'état de l'art, si c'est facile, ça peut se faire rapidement. Je résume ça en disant il faut raconter une histoire, il faut emmener l'évaluateur vers une aventure qui part de voilà le problème qu'on a aujourd'hui, voilà nous ce qu'on propose de faire et ce à quoi on va arriver. Et ça va tenir dans l'introduction. Et cette introduction, c'est une demi-page. Donc ça, c'est un petit exercice qu'en général, on fait à la fin, quand tout est maîtrisé. Et ce qu'on appelle l'executive summary en anglais, c'est le texte qu'on a envie d'écrire pour quelqu'un qui ne passera pas plus de 10 minutes à lire la proposition. Alors, les évaluateurs, ils passent plus, mais vous les mettez, si vous avez une bonne introduction, vous mettez l'évaluateur en bonne condition pour apprécier la suite. Donc, les expressions de contexte trop longues, je l'ai vu, mais tout ce qui est trop long, copié d'Internet, des résultats antérieurs trop détaillés. Des fois, on a l'impression que c'est du remplissage pour faire les 70 pages ou les 100 pages. Une proposition qui dit l'essentiel de manière la plus précise possible, toujours la gueule. C'est pas plus il y en a, mieux c'est, quoi, clairement. Voilà. Et puis, le dernier point, je vais dire soigner la mise en page. J'ai encore du mal à comprendre aujourd'hui comment il y avait des propositions qui arrivent avec des mises en page qui ne sont pas soignées. Clairement, des relectures qui ne sont pas faites parce que c'est alors bourré de fautes d'orthographe, on ne va pas exagérer, mais des fautes d'orthographe, ok, bon, tout le monde n'est pas expert en anglais, je l'ai dit, mais par contre, les fautes de frappe, ça veut dire que personne n'a relu cette proposition. En théorie, on imagine que au moins tous les partenaires du consortium l'ont lu, la proposition. Donc, une proposition qui arrive avec des fautes, bah, il y a intérêt à être très bonne dans les autres aspects parce que on est déjà un peu contrarié. Alors, il n'y a pas de critères qui vont permettre d'enlever des points parce qu'il y a des fautes de frappe. C'est juste que vous ne mettez pas votre évaluateur en bonne condition. Voilà, bah, j'ai parlé longtemps, mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai une question. Qu'en est-il maintenant de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rédaction? Est-ce qu'il y a des contrôles? Non, il n'y a pas de contrôle puisque pour la raison, enfin, il n'y a pas de contrôle. Comme j'ai expliqué, les gens qui font les évaluations, donc, sont des experts indépendants comme moi, on fait ça à la maison avec les outils qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc il n'y aura pas de contrôle systématique. Clairement, de plus en plus aujourd'hui, il y a des gens qui savent le détecter, qui sauront le trouver. C'est vrai que ça sera. Alors, il n'y a pas de problème de se faire aider par l'intelligence artificielle pour bien écrire un texte. Mais par contre, il faut contrôler que ce qui est écrit est cohérent. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'interdiction à le faire. Simplement, la proposition sera jugée sur la qualité de ce qui est écrit. Donc, s'il a fait bien le boulot, tant mieux. Si elle ne le fait pas bien, vous serez pénalisé pour. Mais vous ne serez pas pénalisé parce que vous avez utilisé bien.
Pas d'autres questions? Apparemment, non. Ok. Bah, écoutez, moi je vais vous laisser parce que justement je suis en ce moment sur un projet européen en Allemagne, sur une démonstration, mais là en tant que partenaire. Donc je vais les rejoindre l'équipe. Bah, écoutez, merci pour l'invitation et puis Merci à vous. Merci pour votre participation et vos conseils. Merci beaucoup. voilà, de rien. Bah, vous avez vu sur le dernier slide, donc bien sûr vous pouvez distribuer une copie des slides si ça vous intéresse. Il y a mon adresse mail dessus. S'il y en a qui veulent me poser des questions plus tard après avoir réfléchi, il n'y a pas de souci. Je fais ça gracieusement, que j'essaie voilà, de répondre de temps en temps, mais si vous avez besoin d'une aide pour monter une proposition, il vaut mieux s'adresser à des gens qui ont fait l'entier. Mais je serai toujours volontaire pour répondre.